Bonjour à tous et bienvenue sur Oxygen Movies, c'est Jérôme dans son vaisseau spatial. Et aujourd'hui on va parler de The Mandalorian saison 3, chapitre 18, les mines de Mandalore. Alors si, comme moi, vous êtes déjà fait arnaquer par un mécanicien ou par Pelimoto peut-être, eh bien on en parle juste après le générique. Et oui, qui n'est jamais rentré dans un garage auto avec des réparations effectuées et en est ressorti avec peut-être une facture multipliée par 3 ou 4 pour peut-être des choses qui sont subjectives ou pas forcément utiles? Eh bien oui, c'est mon cas. Et sachez que Pelimoto est peut-être la reine en ce qui concerne les négociations et les arnaques. Et avant même de commencer vraiment d'analyser cet épisode, eh bien comme d'habitude, la rubrique qui vous plaît tant, la rubrique Goodies. Et aujourd'hui, je décide de vous présenter le sabre laser de Rey Skywalker. Il est pas loin. Oh, il est là, avec sa lame LED. Une lame LED, alors elle existe en plusieurs versions, mais moi j'ai acheté la version LED, qui permet d'avoir justement le sabre qui se déroule progressivement. Et comme vous le voyez, il y a pas mal de précision sur le manche. Regardez, c'est plutôt bien fait. Avec un son qui sort d'ici. Ça marche avec des piles, ce genre de piles, vous pouvez le constater. Petite pile que l'on met à l'intérieur, que l'on recharge avec un câble USB. Et bien, grâce à ce genre de sabre, vous pouvez avoir toutes les ambiances Star Wars. On va y voir ce qui se présente. Donc, par exemple, le sabre laser de Leia, avec une musique qui est plus ou moins en référence avec le personnage, bien que là c'est pas forcément le cas. Et bien sûr, le fait d'allumer le sabre. Vous pouvez également le manier, vous remarquez que les bruits vont en fonction des mouvements, c'est plutôt bien fait. Faire attention à ma caméra quand même. On peut bien sûr éteindre ce sabre de la même façon. La musique qui continue, que l'on peut arrêter. On va le faire sans musique maintenant. Rey Skywalker. Oh, Rey Skywalker, ça vous parle? Ça correspond exactement à ce sabre. Donc vous voyez, c'est une petite molette là sur le côté pour activer. On va lancer la musique d'abord. On va se mettre dans l'ambiance. Et d'allumer le sabre. Comme on se doit. D'esquiver des coups de pistolet laser. C'est plutôt sympathique. Excusez-moi. On en termine donc avec cette partie Goodies et on va analyser dès maintenant l'épisode, le chapitre 18 de The Mandalorian, les mines de Mandalore. Alors bien entendu, avec un titre comme celui-ci, on se doute bien qu'on va peut-être explorer ce genre de mine, en tout cas qu'on va s'en rapprocher. C'est une bonne chose, car à la base, on était peut-être parti pour encore faire des missions annexes. Et merci au réalisateur de l'épisode, le réalisateur c'est Rachel Morrison, de nous avoir directement fait une réalisation au top niveau. Et ça on va développer petit à petit pourquoi c'était vraiment sympa à l'image. Un épisode qui commence par un magnifique plan large de Mos Eisley sur Tatooine. On voit des feux d'artifice et une course de modules, apparemment un petit peu comme dans Star Wars épisode 1 où Anakin, rappelez-vous, avait vaincu Zebulba de façon assez incroyable en présence de Qui-Gon Jinn. C'était assez génial. On peut également penser au Land Speeder de Luke Skywalker. Il y a pas mal de références faites au passé de Star Wars. Et petit à petit, l'action nous rapproche du hangar 3-5, celui de Pelimoto, la mécanicienne, arnaqueuse. Là, en l'occurrence, car elle s'en prend à un petit Rhodien avec une jolie cape. Je pense que ce Rhodien a beaucoup d'argent. C'est pourquoi elle négocie le fait que c'est très compliqué pour elle de réparer son magnifique véhicule bleu. Elle est vraiment très très beau, son Land Speeder. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il est vraiment très compliqué de trouver la pièce manquante et qu'il faudra minimum 2 mois pour pouvoir réparer ce magnifique vaisseau. Et que pendant ce temps-là, elle ne peut pas profiter de la course de la Bunta. Donc voilà, expliquer tout ça à un personnage qui a besoin de réparation rapidement, eh bien, lui, il va cracher le pognon, c'est sûr. Il va cracher le pognon, il va partir, et avec la complicité des droïdes, eh bien, il va vite appeler ses amis Jawa, vous savez qu'elle bosse beaucoup avec les Jawa, qui va ramener immédiatement la pièce qu'ils ont volée par le passé. C'est un trafic, c'est incroyable, c'est pas possible de faire ça sur Tatooine. Eh bien si, apparemment la police n'est pas au rendez-vous, donc, Pelimoto en profite pour arnaquer comme il se doit ce Rhodien plutôt bourge de Mos Eisley. Plutôt génial, Une scène qui laisse penser à ma mésaventures
pas si longtemps par rapport à un phare, une ampoule, une petite ampoule qui coûte 1 euro, qui n'a pas pu être remplacée dans mon garage. Ils leur ont dit, faut changer carrément le phare, ça coûte 400 euros. Donc donnez l'argent s'il vous plaît. Et moi je me dis quand même, ça fait cher. Donc parfois, petit conseil du jour, je vous invite clairement, avant d'accepter quoi que ce soit, de prendre un délai de réflexion. C'est vraiment super important, surtout pour votre compte bancaire. Alors une fois que la transaction est terminée, les Jawas s'en vont, et un certain héros de la série qui s'appelle Din Djarin arrive à bord de son Naboo N1 modifié pour atterrir donc dans le hangar, accompagné à l'arrière de son magnifique petit gamin vert, Grogu, qui effectue un super salto avant pour rejoindre Tata Peli pour lui faire un gros câlin. Et là, incroyable, Grogu commence à parler un peu. Il nous fait un gubruz, je sais pas quoi, c'est génial, on comprend tout. Il est bizarre quand même, d'un point de vue évolution, ce gamin vert, étant donné qu'il a quand même 53 ans, n'oubliez pas, dans la série, le genre de personnage qui peut vivre quand même jusqu'à 1000 ans. Pas oublier, c'est un peu comme Maître Yoda qui est capable de vivre très très longtemps, mais qui se développe aussi très très lentement, comme vous pouvez le remarquer. Donc Mando qui vient sur la planète pour régler son problème de Nevarro. Rappelez-vous, il était avec Greef Karga, il voulait récupérer IG-11 avec sa carte mémoire qui était défectueuse. Et là, il est temps pour lui peut-être de retrouver la pièce manquante, car si la pièce manquante est ramenée aux Azlan, eh bien ils peuvent réparer IG-11. Mais, malheureusement, peut-être tant mieux, eh bien les Jawa mettent en avant le fait que cette pièce n'existe plus, qu'elle est introuvable. Alors Penimoto s'en mêle. Penimoto, vous savez que si elle peut se faire un peu de pognon, eh bien elle va pas hésiter. Et là, même avec des amis, eh bien elle présente un petit droïde insignifiant, un certain R5D3. Je vois que c'est R5D3, c'est ça? R5D4 peut-être. Non, c'est R5D4, un petit droïde qui était, rappelez-vous, un figurant dans Star Wars Nouvel Espoir, un figurant qui avait été presque acheté par Luke Skywalker au niveau de la ferme des Lars. Et rappelez-vous, tu viens le rouge. Et le rouge a pété une plume, il a perdu des boulons. Et donc, comme le disait Luke, il avait un défaut de motivateur, regarde ce qu'il avait dit à son oncle Lars. Et bien à ce moment-là, c'est R2D2 qui est devenu le héros, le vrai héros, qui a accompagné Luke Skywalker. Sinon, la série aurait complètement changé. Et on aurait eu R5D4 aux côtés de Luke. Alors je ne sais pas si les aventures auraient été similaires, mais en tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça. Et bien on donne une deuxième chance à ce droïde rouge et blanc, très très peureux, très frileux. Le droïde qui fait le plus d'huile dans tout l'univers. On lui propose d'accompagner Mando dans ses aventures. Un peu du recyclage quand même, on pourrait dire que Jon Favreau manque de créativité. Car à force de puiser dans l'univers Star Wars, eh bien on appauvrit un petit peu tout ça. L'univers est tellement grand, on aurait pu créer tout simplement un nouveau droïde. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? N'hésitez pas à réagir par rapport à ça. Pour autant, j'aime beaucoup ce droïde. C'est un froussard, un pleutre. Et c'est ce qui le rend un petit peu attachant. Dès qu'on parle du challenge, d'aller sur Mandalore, où Mando demande à un droïde spéléologue, il commence à trembler, à reculer. Il se dit, j'espère que c'est pas moi qui vais être choisi, un petit peu comme à l'école, quand vous aviez peur peut-être d'être choisi pour la récitation au tableau. Et là, vous étiez en stress. Ça bombardait là dans le cœur, le stress qui montait en puissance. Eh bien, ce droïde R5D4, c'est le plus stressé de l'univers, et il va accompagner Mando pour la suite de ses aventures à la place de IG-11, quand même, c'est pas du tout le même genre de droïde. Et sa première mission, eh bien, ce sera d'aller sur la planète Mandalore, un magnifique baptême du feu, qui pour autant n'est pas si incroyable normalement pour un droïde qui a, quand même, participé à la rébellion contre l'Empire. C'est ce qui est cité en tout cas dans l'épisode. Bon, il a dû faire le café ou des choses comme ça, je ne sais pas. Bref. En tout cas, à présent, eh bien, ce droïde a été vendu à 50% avec huile de vidange à Mando et il va partir avec lui pour de nouvelles aventures. Une bonne chose, ou pas, nous verrons très bientôt. Et juste avant de partir, eh bien Penimoto, qui est quand même ami avec Mando, lui dit peut-être que tu n'aurais pas dû le prendre, il n'est pas si efficace que ça. Salut Mando, ciao ciao. Et Mando, comme d'habitude, il a l'impression de s'être fait arnaquer. Et il faut le dire comme c'est, Mando, c'est pas quelqu'un qui maîtrise forcément les situations. Il a de bonnes idées, il cogite bien, mais c'est pas toujours ce qu'il faut. Il y a un truc qui cloche, et on en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc Din Djarin qui part en compagnie de Grogu et de R5D4 en direction de l'espace vers Mandalore, alors qu'il y a le feu d'artifice et le soir c'est magnifique, une très belle ambiance à Mos Eisley, on aurait voulu rester pour boire un verre, mais il est temps de partir dans l'espace. Alors peut-être pour rencontrer encore des pirates débiles ou rencontrer des baleines magnifiques dans l'univers avec des quêtes annexes? Eh bien non, pas du tout. Et merci Jon Favreau, on passe enfin à l'essentiel, on va directement sur Mandalore. Ça c'est quand même bien.
C'est rare dans cette série de voir que on ne rajoute pas encore des quêtes annexes. On a trouvé le droïde. On part sur cette planète. Alors, on va voir ce que ça donne. Cette planète que l'on aborde de suite, la planète Mandalore, avec, comme vous le voyez peut-être à la surface, des tourbillons, des tornades à la surface, une teinte un peu verdâtre, un peu morne, morte, meurtrie. Et c'est là que Mando met en avant pas mal de choses à son petit initié, Grogu. Il est temps pour lui d'apprendre un petit peu que la carte est super importante quand on est mandalorien. Il faut être capable de lire, savoir dans quel système on est pour pouvoir se barrer le plus vite possible, ou pour potentiellement réagir et trouver une meilleure situation. On apprend que Mando n'a pas connu Mandalore, mais il était sur Concordia, et il lui dit que Bo-Katan vit également à proximité sur sa planète qui s'appelle Kalevala. Donc Kalevala qui appartient au même système, et ça c'est une bonne chose, petit clin d'œil au scénariste, hein, qui a bien pensé à prévenir Grogu, au cas où. Donc on descend vers la planète Mandalore, où on voit de grosses turbulences, hein. Une petite percée au-dessus des nuages tout d'abord, où là j'ai vraiment cette vision de, alors je ne sais pas si vous avez la même impression, mais d'immensité, sur une planète vraiment mystérieuse, inquiétante, et le fait de planer au-dessus des nuages, ça m'a fait penser immédiatement à House of the Dragon. Et oui, la scène de dénouement de la saison 1, qui fut assez incroyable. J'en dirai pas plus, hein, pas de spoiler pour cette série. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite immédiatement à couper cette vidéo et aller sur HBO peut-être pour visionner cette série qui est vraiment incroyable, en tout cas que moi j'ai beaucoup apprécié. Et on passe donc dans les nuages, beaucoup de turbulences, où là on peut penser peut-être à Luke Skywalker quand il arrive sur Dagobah. Et oui, rappelez-vous, c'est complètement à l'aveugle, on voit rien, on avance dans la brume, dans un brouillard total, on ne sait pas du tout sur quoi on va arriver, et là on s'aperçoit que c'est un désert immense. Rappelez-vous, cette planète a été bombardée, ce qu'on appelait la purge, bombardée par l'Empire. L'Empire qui a mis fin au règne mandalorien, en cristallisant la surface du sol, comme vous avez pu voir dans l'épisode 1er, le chapitre 17. Mando avait ramené petite pierre verte, toute la surface de cette planète est cristallisée de la même façon. Et c'est vraiment une claque visuelle, c'est vraiment magnifique. On n'est pas loin de la réalisation d'un film au niveau qualité. Donc on arrive sur la planète, et Mando se dirige en direction des mines de Sundari. Et oui, c'est Bo-Katan qui lui a proposé donc d'aller dans cet endroit. C'est par là-bas que se trouve quoi ? Les eaux vivantes. C'est pour ça que Mando va sur Mandalore, n'oubliez pas. C'est pas pour autre chose. C'est vraiment pour aller justement effectuer sa rédemption. Car à la base, le fait d'avoir retiré le casque coûte très très cher quand on est mandalorien, en tout cas quand on appartient à la Death Watch. Et il est temps pour lui de retrouver sa virginité entre guillemets de mandalorien pour pouvoir faire partie intégrante de l'équipe et respecter le credo à la lettre. Donc allez, R5D4, tu descends, tu vas commencer à faire ton petit prélèvement dans la petite grotte qui est juste à côté. Allez R5D4, bouge-toi le cul, sinon je te coupe un coup de sabre. A savoir que sur cette planète, il y a également des champs magnétiques. Et qui dit champ magnétique, dit qu'il n'y a plus la 5G, il n'y a plus de réseau, donc impossible de communiquer comme on le voudrait avec les autres planètes. R5D4 poursuit sa mission, il disparaît dans la grotte et soudain, le radar ne fonctionne plus. C'est un peu la panique, hein. Donc Mando décide de prendre les choses en main. Il sort de son vaisseau avec le casque pressurisé, hein, c'est assez incroyable. Un petit peu comme Dark Vador, on entend une respiration profonde en arrière-plan. C'est quand même un super casque qui doit valoir une blinde. Ça c'est quand même le top du top. Donc il se dirige en direction de la grotte. Petit à petit on se doute qu'il va se passer quelque chose ou pas. On découvre une magnifique cité enfouie, hein, donc la cité de Sundari. On voit des ruines tout simplement sous les pieds de Mando, c'est assez grand, c'est assez incroyable. Mando est un peu bouche bée, et Mando, se fait surprendre comme d'habitude par des créatures, des alamites, des bestioles avec des grosses massues. Mais quand est-ce que Mando ne se fera pas surprendre, dites-moi. C'est un petit peu son trait de caractère, il est écrit comme ça, Mando. À chaque fois, il se fait surprendre par l'adversaire, et il est sauvé peut-être par d'autres. Là non, pour une fois, il se sauve tout seul, avec le sabre noir. Oui, on va en parler de ça. Mais Mando, qu'est-ce que c'est que cette technique ? Tu maîtrises absolument pas l'outil, c'est terrible. Il est si lourd que ça, ce sabre. Heureusement, il a son petit poignard, je crois qu'il permet donc de neutraliser l'une des créatures. Et ensuite, il parvient petit à petit à les faire tomber au sol et à les vaincre. Magnifique victoire, Mando, tu peux être fier de toi. Il retrouve le droïde un petit peu allongé, donc qui avait dû être balancé comme une poubelle dans le décor, et il le récupère pour ressortir, tourner à la base du vaisseau, pour faire le test. Donc on teste ça, et bien heureusement, merci le scénariste, l'air est respirable.
Donc c'est Grogu qui va maintenant accompagner Din Djarin en sortant avec sa poussette cosmique. Je sais pas si vous vous souvenez, ce petit Lando qui est en lévitation. Donc Mando qui descend un petit peu dans les profondeurs, c'est très très profond, il doit descendre à environ 100 mètres plus bas. Donc on progresse à travers donc, un décor très très sombre mais très très bien modélisé, un Grogu qui est tout proche, qui est très craintif, et un Mando qui tombe encore dans un piège. Suite à avoir découvert un magnifique masque, je suis d'accord, de Mandalorien, fossilisé, il se fait secouer, et là il tombe cette fois sur une créature à moitié droïde, un cyborg, avec un œil vivant, c'est trop bizarre. Et là j'ai pensé directement à toi, Général Grievous, spécial dédicace. On a travaillé un petit peu sur le côté cyborg du vivant qui intègre du mécanique, un peu comme un super exosquelette, un type arachnide. Enfin, il y a 2-3 phases. En tout cas, malheureusement, on termine avec encore une fois un Din Djarin piégé dans un étau en métal. Grogu, quant à lui, a pu échapper à tout ça. Il était peut-être plus discret, peut-être moins vif aussi. Il a voulu aller aider peut-être Din Djarin qui avait fait tomber son sabre noir par terre. Quand même, c'est pas rien. C'est pas comme s'il faisait tomber n'importe quoi. C'est quand même le sabre noir qu'il allait chercher et qu'il a mis tant de temps à récupérer. Le sabre noir tombe par terre. Grogu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être s'emparer du sabre noir pour aller attaquer directement la créature. Ça serait bizarre. Eh bien non, il n'a pas fait ça. Il a utilisé la force un petit peu comme il faisait au début dans la saison 1 là, pour essayer de libérer Mando, mais malheureusement ça n'a pas marché. Mando lui demande très naturellement de se barrer, d'aller vite chercher Bo-Katan. Et là je me suis dit, mais comment il va faire Grogu? Est-il capable déjà de courir, de se déplacer aussi aisément? On dirait une marionnette, on dirait un petit gizmo qui se déplace un peu partout. Donc comment il va faire? Eh bien on a voulu qu'il réussisse. Donc il est parti en courant un petit peu avec beaucoup d'énergie cette fois. C'était un peu surprenant vu sa longueur de patte. Et en arrivant à la sortie de la grotte, il est bloqué par une créature. Et là, soudain, eh bien, il a utilisé la force, donc c'était filmé de façon intéressante. Suspense, on voit plus, on voit la créature s'envoler, c'est plutôt bien fait. Et la tête de Grogu qui prend encore 50 ans de plus, un petit peu à la maître Yoda quand il utilise la force. Et là, belle évolution du personnage, car rappelez-vous dans la saison 1, eh bien, dès qu'il utilisait la force, eh bien, il commençait à tomber dans un sommeil profond pendant un moment. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Il est reparti directement. Petit salto, encore une fois, magnifique technique, apprise avec Luke Skywalker certainement pendant l'entraînement qui a duré environ 2 ans, rappelez-vous. Petit saut donc périlleux qui lui permet de rejoindre directement le vaisseau qui était apparemment pas verrouillé. Ou alors il y a une reconnaissance visuelle, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est génial. Il part en direction donc de la planète Kalevala, la planète de Bo-Katan, avec R5D4 qui doit se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Grogu aux commandes, le voyage s'est plutôt bien passé, on arrive sur la planète Kalevala qui est juste à côté finalement, et le droïde annonce la présence de quelqu'un, un visiteur. Et là Bo-Katan, toujours sur son trône, toujours affalé, toujours... Mais qu'est-ce qu'elle fait de sa vie en fait? Au niveau réalisation par contre là, on aurait pu faire mieux. On aurait pu peut-être la mettre dans une autre pièce de son grand manoir, son grand château. C'est quand même incroyable qu'elle reste tout le temps sur son trône. Ça fait vraiment le personnage qui n'existe pas, qui se met en veille, qui s'éteint, qui s'allume, c'est pas bon ça. On aurait pu l'avoir peut-être en train de faire de la couture ou repeindre son casque, je ne sais pas, ou peut-être faire de la boxe, quelque chose de bien vivant. Et bien son droïde lui dit que quelqu'un vient d'arriver, et là elle dit rien. Elle regarde à la fenêtre, elle constate que c'est le Naboo Nagri, et elle se dit ah non, pas encore ce boulet de Mando. Mais il n'y a pas de respect pour Din Djarin. Din Djarin qui a quand même fait beaucoup de choses pour les autres. Et on voit qu'elle veut être tranquille, qu'elle voulait pas qu'il revienne. C'est quand même incroyable. C'est quand même Din Djarin qui lui a permis de retrouver le sabre, même si elle n'a pas eu dans sa possession. Il était assez vraiment là aussi pour elle, il est venu lui proposer de l'aide. En tout cas, il voulait aller dans son équipe. Mais elle reste braquée là-dessus. Donc elle sort donc de son long couloir, elle approche du vaisseau. Elle commence déjà à plus ou moins à l'envoyer balader alors que le cockpit n'est pas ouvert. Et là... Eh bien, elle voit Grogu, qui fait des bruits d'enfant, avec une mine totalement désabusée, et elle change complètement d'avis. Elle qui voulait être tranquille, pourtant habillée avec son jetpack, son casque à la main, toujours prête, elle qui voulait rester tranquille, change d'avis immédiatement. Un peu brutal quand même dans sa tête. Il y a des choses qui vont pas, il y a beaucoup de trauma là derrière. On ne perd pas trop de temps d'ailleurs sur cette scène, on se dirige immédiatement vers un vaisseau de gamme supérieure, un vaisseau qui m'a laissé penser à celui de Kylo Ren dans l'épisode 7, vraiment très très classe, un petit peu moins foncé, mais le même genre de dessin, en tout cas de mémoire. Donc on embarque à bord avec R5D4, avec Grogu et forcément avec Bo-Katan.
Bo-Katan qui a quand même pris un petit coup de vieux, je trouve, en ces 2 ans. Alors je ne sais pas si l'actrice s'est laissée aller durant le tournage, si elle a eu une période difficile, ou si c'est vraiment le fait d'interpréter ce personnage vraiment dépité, fatigué. Eh bien on en saura certainement un peu plus par la suite, voir comment elle a évolué. Ça c'est très bien, soit, on va faire avec. Donc Bo-Katan, accompagné de toute la clique, arrive sur Mandalore. Alors bien entendu, ça lui fait forcément un peu mal au cœur de voir sa planète, où elle a grandi, dans cet état, complètement détruite. Et encore une fois là, une magnifique réalisation, des plans incroyables, vraiment pour une série, c'est vraiment du jamais vu en ce qui me concerne. On voit vraiment en premier plan notamment ce véhicule donc, de Bo-Katan, et en arrière-plan la cité de Sundaris, c'est vraiment très 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 bien réalisé. J'ai trouvé ça magnifique. Donc Bo-Katan qui se dirige, alors accompagné de Grogu, car elle ne sait pas exactement où il est à l'intérieur, mais ça c'est bien vu. Donc Grogu qui accompagne, Grogu totalement apeuré par ce qui s'est passé, il a beau être mature, avoir 53 ans, et bien c'est quand même un gamin, en tout cas pour son espèce, donc il a quand même peur, et Bo-Katan essaie de le rassurer, elle parle avec lui, en lui disant que par le passé, eh bien, les Jedi travaillaient avec les Mandaloriens. Et là j'apprécie vraiment la silhouette, la classe que dégage ce personnage de Bo-Katan, avec son casque, et grâce à ses qualités d'observation, elle remarque dans un faux plafond qu'il y a pas mal d'alamites qui voulaient les croquer. Donc elle est tout à fait capable de gérer le problème très rapidement, de le supprimer 5 ou 10 fois plus vite que Mando. En tout cas, elle sait très bien se battre. On constate que Mando est dans un tour de broche, on est en train de lui pomper tout le sang. Alors, forcément, il est en train de mourir à petit feu. Et bien entendu, Bo-Katan arrive au moment où il le fallait. Elle retrouve par terre le sabre noir. Elle s'en saisit sans scrupule, elle le récupère. Et là, elle développe une technique incroyable. On voit qu'elle est vraiment à l'aise avec le sabre, contrairement à Mando. J'imagine que par la suite, elle va en faire l'acquisition. Je ne sais pas comment, mais ça paraît logique de la laisser manier ce sabre-là. Ou alors peut-être de former Mando pour qu'il fasse des progrès, car c'était très très compliqué. Donc Din Djarin est encore sauvé par quelqu'un d'autre. Il lui prépare une tisane mandalorien, c'est-à-dire une soupe de Pog. Ce genre de choses qui est normalement donné aux enfants, un petit peu comme peut-être à la place des Kinder Surprise, je ne sais pas, pour les enfants mandaloriens qui sont sages. Et il ne connaissait pas ça, donc voilà, il est passé à côté de quelque chose, en tout cas, eh bien, Bo-Katan est un peu surprise qu'ils ne connaissent pas. Elle lui propose de retourner peut-être sur sa base pour faire le plein, mais eh bien, Mando n'est pas d'accord. Mando il est venu pourquoi ? Pour aller voir les eaux vivantes, pour aller effectuer sa rédemption, pour réintégrer la Death Watch. Et là, Bo-Katan hallucine devant le fait que eh bien, Mando croit encore en tout ça. Les eaux vivantes ne sont rien qu'un lieu ordinaire pour elle. Et Mando n'est pas d'accord. Il argumente en disant que c'est grâce au credo que la plupart des Mandaloriens ont survécu. Qu'est-ce qu'on est sans le credo, dit-il. C'est vrai que les Mandaloriens se sont tous dispersés, se sont entretués, ce qui a permis à l'Empire de prendre le dessus. Alors Bo-Katan décide finalement de se laisser convaincre, en tout cas de l'accompagner, peut-être pour l'aider à aller plus rapidement dans sa quête. Donc direction les mines, Mando, Bo-Katan et Grogu. Et bien moi j'ai fait le rapprochement avec le Seigneur des Anneaux, les mines de la Moria. Et oui, c'est assez grandiose, c'est un peu pareil. On arrive dans un endroit abandonné depuis si longtemps, très très mythique. Et arrivé à ce stade, on a perdu cette sensation de menace. Ces lieux semblent habités par quelque chose de très spirituel. Et bien Mando se retrouve enfin face aux eaux vivantes. Alors on pourrait assimiler ça à de simples égouts, si on n'était pas des puristes de Star Wars. Beaucoup d'obscurité, des escaliers qui descendent vers l'eau, et une Bo-Katan qui veut compléter un petit peu la visite en mettant en avant le fait qu'il est important de dire la plaque qui est sur le côté, certainement pour expliquer ce qu'il en est et ce qui se passe ici, un peu comme dans un musée. Eh bien, elle explique tout simplement que ces mines remontent à l'époque de la première Mandalore, et que selon les légendes d'antan, elle était la tanière du mythosaure, une grosse créature. Donc on en parle un petit peu comme une légende, cette créature-là, personne ne l'a jamais vraiment vue. Sauf Mandalore le Grand, qui est cité donc, dans les textes, dans les historiques. Mandalore le Grand qui a su dominer cette créature, qui s'en est servi pour combattre. Et c'est d'après la légende que le crâne a été adopté comme symbole. Alors Mando, il sait forcément déjà tout ça, mais vous, téléspectateurs, comme peut-être moi, eh bien on n'était pas forcément vraiment au courant à 100%. Donc ça a été un rappel fait donc, pour la réalisation qui était important de laisser comprendre les gens de ce qu'était vraiment la légende mandalorienne. Donc Mando il s'en fout un petit peu de ce que dit Bo-Katan, il continue à avancer et il commence à effectuer son rituel, à parler. Il annonce « Telle est la voix », c'est la phrase vraiment mise en avant par l'armurière. La phrase qui veut dire « Ainsi soit-il », c'est très religieux, c'est très spirituel. Et il continue à avancer vers les eaux en prononçant des mots très très choisis.
Je prête serment en mon nom et au nom de mes ancêtres de toujours emprunter la voie de Mandalore. L'admiration de Bo-Katan ne fait aucun doute devant la foi de Din Djarin, qui poursuit en disant, toujours en avançant, les préceptes du credo seront à jamais gravés dans mon cœur. Et là, il descend dans la flotte, on le revoit plus, c'est terrible. Donc Bo-Katan, elle réagit, elle avec son casque bien sûr, se jette dans les eaux vivantes. Alors dans l'absolu ça veut dire qu'elle est baptisée aussi, même si elle n'a pas dit les phrases, je ne sais pas. Et elle cherche Mando, et là on constate que les eaux sont très très profondes. C'est quand même incroyable, elle descend en profondeur. Elle cherche, elle retrouve Mando au fond grâce à sa super lampe. Et elle le récupère, alors il est allongé sur le dos, Mando. On ne sait pas s'il est en train de sourire, heureux. Et donc elle le prend à bras le corps pour le faire remonter à la surface grâce à son super jetpack. Elle remonte doucement. Il y a l'ambiance qui est toujours aussi pesante d'un coup, là, il y a un petit malaise. On entend une espèce de respiration sourde, quelque chose du genre, là, et elle cherche à droite, à gauche, elle regarde, et là elle découvre, stupéfaite, une créature géante, avec les cornes comme celles du mythosaure, l'œil comme celui du mythosaure, c'est le grand mythosaure qui est là. Mais non, quand même pas. Mais si, c'est le grand mythosaure qui la regarde. On ne sait pas trop s'il va intervenir. Donc elle se dépêche, elle se précipite pour sortir de l'eau avec Mando. Elle le pose à terre, il respire. Et là, elle se retrouve seule vis-à-vis d'elle-même. Elle réalise que les histoires qui lui ont été contées dans son enfance étaient vraies. Et coupées. Fin d'épisode. On s'arrête là-dessus. Pour un cliffhanger incroyable. Un épisode qui a commencé très fort, qui termine tout aussi fort. Un chef-d'œuvre. En tout cas, peut-être l'un des meilleurs épisodes que j'ai vu dans cette série depuis sa création. La saison 3 a réellement débuté. Elle commence sur des bases hors normes, peut-être jamais égalées à présent. Pourquoi ? Parce qu'on explore enfin des lieux inconnus dans Star Wars, des lieux qui sont vraiment concrets, où il y a vraiment de l'histoire. Alors c'est pour moi un épisode vraiment top. De par sa durée plus convenable que le précédent, de par sa qualité de réalisation bien au-dessus de la moyenne, et de par son ambiance pesante, voire mythique. On se rapproche réellement d'un film, et non d'une série. Avec aussi une Bo-Katan qui revient en force, et sa gestion du sabre. Elle prend le temps d'évoquer ses ancêtres, on en apprend donc sur l'histoire des Mandaloriens. J'ai bien apprécié R5-D4, le nouveau droïde, avec son style sympa, un peu peureux. J'espère qu'on le reverra encore par la suite. Un grand spectacle donc, avec quand même quelques lacunes, que j'essaierai d'oublier. Quelques constats un peu gênants, notamment le fait que Mando est toujours aussi incapable de se sauver tout seul. Et sinon, même si Grogu a gagné en autonomie, eh bien je trouve que ça fait encore un peu fake. C'est pas assez convaincant pour moi côté évolution pour l'instant. C'est dans ses déplacements, dans pas mal de choses, c'est tout ou rien. Ok, d'accord, c'était un peu le cas avec Yoda quand il a affronté le comte Dooku. Je vois pas encore vraiment le potentiel mini Jedi mandalorien qui en ressort. Pourtant, il a quand même joué son rôle, je suis d'accord. Maintenant, j'ai franchement hâte de voir comment tout ça va évoluer. Il y a vraiment moyen de vivre une grande saison mandalorienne au vu de la matière qu'on nous donne, de cette quête qui est vraiment réelle cette fois, qui va concerner un peuple tout entier, les Mandaloriens. Alors je sais pas, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pensez de cette série ? Qu'est-ce que vous pensez de cet épisode en particulier ? Parce que c'était bien d'aller visiter X fois la planète Tatooine, ou la planète Nevarro qui a été plus ou moins créée par rapport à cette série, en tout cas analysée, découverte. Mais là, cette planète Mandalore, c'est énorme. Je vous propose bien sûr de partager tout ça avec moi et la communauté. Donnez-moi votre avis sur The Mandalorian saison 3, ou plus précisément sur cet épisode, ce chapitre 18, les mines de Mandalore, qui portait très bien son nom. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, ça fera toujours plaisir d'avoir un peu plus de monde, qu'on soit un peu plus réunis pour peut-être avoir encore plus un contenu de qualité, des analyses aussi dans les commentaires, des réactions, c'est super important. Il est temps pour moi de vous laisser car j'ai beaucoup de bricolage à faire dans mon vaisseau spatial. J'ai simplement quelques tournevis, je n'ai pas de R5-D4 sous la main. Je vous souhaite à tous une bonne continuation, à très bientôt. Vive la vie, vive Star Wars. Ciao ciao.